Bonjour et bienvenue dans Kino Solo, le podcast numéro uno, en direct de Shanghai, où il fait très chaud. Je suis votre hôte Jean Weber et aujourd'hui nous allons parler de monstres et plus particulièrement de Alien Romulus 2024, réalisé par Fede Alvarez. Mais avant que dans l'espace personne ne nous entende podcaster, un petit rappel qui a son importance, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez et regardez le podcast, et en particulier sur la chaîne Abracadapod de YouTube, avec chaque semaine une nouvelle fantastique vidéo de Romain Lénoff. Un autre petit addendum qui a son importance également, quelques spoilers légers aujourd'hui. Donc si vous n'avez pas encore vu le film qui vient de sortir la semaine dernière en salle, je vous invite à arrêter le podcast, à vous mettre en cryogénisation, dans un cryo-sommeil pendant quelques temps et de revenir quand vous aurez vu cet excellent film de Fede Alvarez. Donc aujourd'hui, notre histoire commence en 1979 avec un chef-d'œuvre de la science-fiction d'horreur de Ridley Scott intitulé Alien, le 8e passager en français. Nous avons couvert le film de Long, Alain Delon, R.I.P. Alain Delon, en large avec mes cinébuddies extraordinaires, Laurent Vachaud et Philippe Sedbon. Donc je vous invite à le découvrir sur Spotify, sur SoundCloud, sur iTunes, sur toutes les bonnes plateformes digitales, car c'est un podcast audio cette fois-ci, et non pas odieux comme celui-ci. Donc nous parlons en détail du film, donc je ne vais pas m'étendre trop dessus. J'en ai fait également un avec mon cinébuddy Philippe Sedbon sur Aliens, qui est la suite, donc en 86, quelques années plus tard, où James Cameron a la grande intelligence de transformer le film d'horreur en film de guerre et donc d'emmener la franchise ailleurs et de ne pas répéter ce qu'avait fait le grand Ridley Scott. Donc si vous voulez en savoir plus, cette fois-ci c'est la guerre, également sur SoundCloud, iTunes, Spotify et toutes les bonnes plateformes numériques et digitales. Quelques années plus tard, 92, Alien 3, peut-être le pire pour moi. Il y a des bonnes choses, c'est pas complètement la faute de David Fincher, qui a, je crois, comparé le film à avoir un cancer, parce que ça a été une terrifiante expérience pour lui, qui a failli lui faire abandonner le cinéma. Heureusement, il a continué, mais c'est vrai que son film a été monté, remonté, coupé dans tous les sens, ce qui fait que ça donne un film à l'arrivée qui est un petit peu bâtard, et dont il reste que quelques images fortes, mais dont il ne me reste pas grand-chose aujourd'hui. Un petit peu pareil pour 5 ans plus tard, Alien Résurrection, un titre un petit peu ironique puisqu'il enterre la franchise pendant 15 ans, avant le retour de Alien Romulus. Alors, le film de Jean-Pierre Jeunet a quelques qualités, mais surtout beaucoup de défauts. Les qualités, c'est une formidable performance de Sigourney Weaver, qui cette fois-ci, spoiler alert, joue un clone d'elle-même, et elle a de l'ADN d'Alien en elle, et propose donc une performance absolument remarquable. Ça nous introduit également les aliens aquatiques, Aqua Alien, qui sont très très beaux à regarder. Je n'ai pas revisité le film, je ne sais pas comment les effets spéciaux ont vieilli, mais en tout cas je me rappelle que ce moment où les aliens nagent sous l'eau à la poursuite de nos héros était un moment particulièrement fort de la saga. Alors revenons à nos moutons électriques et aux androïdes qui en rêvent, comme disait Philippe K. Dick, et Alien Romulus 2024, un film qui, selon son scénariste et réalisateur Fede Alvarez, un excellent réalisateur originaire de l'Uruguay, se situe donc entre le premier et le deuxième Alien. Alors on va parler un petit peu de Fede Alvarez, je le connaissais par sa série de films Don't Breathe, ne respire pas, le premier en particulier qu'il avait mis en scène qui était plutôt pas mal, et surtout son remake d'Evil Dead. Alors il s'était déjà coltiné un remake qui était casse-gueule, parce que les fans d'Evil Dead sont légion, et effectivement son remake était formidable puisqu'il reprenait plus le ton sérieux du premier film,
oublier un petit peu la comédie du deuxième et carrément le côté très fantasque du troisième. Petit message pour Jeff Domenech, t'ai-je dit que j'étais assistant à la mise en scène sur le troisième? Evil Dead 3, bientôt sur Kinopod. Ne le dites à personne, c'est une surprise. Mais donc il avait fait un très très bon Evil Dead avec une jeune femme qui était obligée de se réfugier dans cette cabine pour désintoxiquer, je crois, de l'héroïne. Donc elle avait une raison pour ne pas partir de cette cabine. Et le film était noir et sans espoir un petit peu à la manière de son Alien qui référence tous les autres films. Il joue un petit peu les tubes de la série. Alors, il évite le fan service, à mon avis, et c'est plutôt des hommages qui sont très réussis, puisqu'il arrive à recycler avec talent même certaines répliques du film qui étaient très très connues dans les films précédents. Il arrive à les faire dire dans la bouche d'autres personnages sans que ça ne soit trop ridicule. Et surtout, une de ses principales inspirations, et ça se sent énormément à l'écran, c'est l'extraordinaire jeu vidéo Alien Isolation, qui nous mettait donc au cœur du vaisseau, je crois que c'était le Nostromo ou un autre vaisseau, et nous faisait nous combattre un alien ainsi que plusieurs synthétiques, ces robots androïdes qui peuplent la saga et qui sont souvent incarnés par des fantastiques acteurs de Ian Holm, wink wink, à l'extraordinaire Lance Erickson en Bishop. D'ailleurs, dans celui-ci, l'androïde, un des androïdes s'appelle Rook, qui veut dire le fou. Donc chacun des androïdes a un nom de pièce d'échec. Peut-être un petit clin d'œil à Kubrick, ce n'est pas le seul. On voit également dans une des scènes, dans le background, le robot, ou plutôt l'ordinateur HAL 9000, le méchant de 2001. Donc Fede Alvarez connaît ses classiques et référence surtout tous les aliens de la série de façon remarquable. Et c'est donc en jouant à Isolation sur le tournage de Don't Breathe, je crois, qui tout d'un coup il a l'inspiration pour le nouvel Alien, le dernier de la saga. Et c'est pour ça qu'on voit à travers le film des téléphones et des points de sauvegarde dans le film qui sont dans le jeu également et qui annoncent en général un danger imminent. Une des autres choses qui m'a intéressé lors de ma recherche, c'est que Fede Alvarez a été très inspiré, bon, bien sûr, par le film de Ridley Scott, puisqu'il revient à la source avec un roller coaster haletant et horrifique. Donc on a très peur, c'est très tendu, comme le premier film de Ridley Scott que j'avais vu à sa sortie en salle et j'avais été terrorisé pendant des années. Même la bande-annonce, je me rappelle quand j'étais enfant, m'avait terrifié, alors que c'était simplement un œuf de poule qui se fêlait sous une lumière verte, donc tout le talent de Ridley Scott pour faire peur avec un œuf de poule. Eh bien cette fois-ci, pas d'œuf. Dans le film Alien Romulus, peut-être qu'il s'est rendu compte que ces êtres humains qui n'arrêtaient pas de mettre leur tête dans ces œufs guigueresques, monstrueux, c'était un petit peu ridicule dans tous les films. Mais là, cette fois-ci, je ne vous dirai pas comment les aliens incubent, car je ne vais pas spoiler trop comme je vous le disais précédemment. Mais toujours est-il, ce qui m'a intéressé, c'est que Fede Alvarez voit une des scènes d'Aliens de Cameron, où on est tout d'un coup sur une colonie minière, et on voit des enfants, brièvement, qui sont les enfants des colons de cette planète qui va donc subir l'invasion des aliens avant que les Space Marines, les marines de l'espace, ne viennent. Game over, man comme disait le grand Bill Paxton. Mais donc, cette fois-ci, il s'est demandé qu'allaient devenir ces enfants 20 ans plus tard. Ce qui explique donc en partie la jeunesse du casting du film, dont nous allons parler dans quelques instants. Des gens se sont plaints effectivement du fait qu'on avait des jeunes acteurs qui étaient inconnus, mais c'est une façon de faire venir les jeunes en salle, et puis ils sont tous formidables. Et si c'est une manière que les jeunes s'écartent de TikTok et reviennent en salle, eh bien c'est pour le mieux, et ça donne un film qui a une couleur différente des films précédents, grâce à ce très jeune casting. Et c'est formidable puisque le film a coûté 80 millions de dollars, ce qui est un beau budget. Il a été tourné en partie à Budapest et il a réussi à détrôner déjà, au bout de quelques jours, Deadpool et Wolverine au box-office, rapportant déjà 108 millions de dollars et 86% sur Rotten Tomatoes, ce qui n'est pas négligeable, bien sûr. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, en dehors du fait que le casting est assez jeune, c'est qu'on revient à des gens normaux. Comme dans le premier film, on n'a pas des Space Marines, des pirates de l'espace, ou des prisonniers, ou peu importe. Mais cette fois-ci, des jeunes gens qui sont des miniers,
des mineurs, pardon, sur une planète minière monstrueuse qui ne voit jamais le jour, où il ne faut pas bon être vieux. On voit quelques vieux partir vers la mine, qui doivent avoir une quarantaine d'années et qui ont l'air d'en avoir 70. Donc ces jeunes sont des gens normaux, et c'est intéressant d'avoir une fois de plus ces gens normaux, comme les routiers de l'espace du premier film, Harry Dean Stanton, Yaphet Kotto, Tom Skerritt, un des plus gros, Ian Holm, Sigourney Weaver, Veronica Cartwright, un des plus beaux castings, ensemble cast, comme on dit, troupe de l'histoire du cinéma. Et bien cette fois-ci, on a de nouveau le profane et le sacré, avec ces gens normaux, comme je le disais, face à l'ange de la mort, créé par Hans Rudi Giger, à qui nous tirons une fois de plus un coup de chapeau pour son extraordinaire création qui marquerait le cinéma et le cinéma d'horreur pendant des années et des années, et encore aujourd'hui. Alors, parlons un petit peu de cet extraordinaire casting. On a tout d'abord Cailee Spaeny, qui est une formidable jeune actrice qui joue le rôle de Rain, une mineure donc qui rêve à une planète meilleure, à un monde meilleur où elle pourrait voir enfin un coucher de soleil. Elle en rêve toutes les nuits et elle arrive au terme de son contrat avec la société Weyland Yutani, que nous retrouvons à travers tous les films et qui est le véritable méchant du film, bien plus que les aliens, et qui finalement renouvelle son contrat contre son gré, la forçant, elle et ses amis, à rester des années et des années sur cette planète monstrueuse minière et lui refusant le paradis auquel elle aspire. Donc elle est très très bien, elle a un côté Jeanne d'Arc, on dirait une enfant guerrière. Elle s'est inspirée de Sigourney Weaver, dont elle fait bien sûr les louanges, et elle dit que tout ce qu'elle a pu apporter à son niveau, c'est sa vérité. Et c'est vrai qu'il y a une vraie émotion, une vraie vulnérabilité chez cette femme qui ressemble à un enfant. Et elle est entourée d'un solide casting d'acteurs prometteurs, Prometheus, et en particulier Andy. Alors Andy, c'est le nouvel androïde de la série, et il est joué par l'extraordinaire David Johnson. Rappelez-vous de son nom, on est appelé à l'entendre beaucoup dans le futur, et son téléphone doit sonner non-stop en ce moment, en tous les cas celui de son agent pour des propositions, car il arrive à incarner un androïde à plusieurs facettes. Je ne vous en dirai pas plus pour ne pas vous spoiler le film, car ça vaut vraiment le coup de voir sa performance et de voir toutes les nuances qu'il apporte à un robot qui est censé ne pas avoir d'émotion et qui, au contraire, en déborde. Donc c'est la grande découverte du film, David Johnson, et il est absolument exceptionnel. Alors, il est entouré, comme je disais, d'un casting qui est très très bon et qui va en prendre plein la gueule. Et ce qui est intéressant, c'est que Fede Alvarez a une espèce d'aversion pour le CGI, pour le numérique, ainsi que pour les fonds verts. Donc le film a véritablement l'air vrai. Quand on voit des vaisseaux, quand on voit des ordinateurs, on sent la crasse, on sent le relief, on sent la lumière qui rebondit sur quelque chose. Contrairement à toutes ces créatures de synthèse qu'on voit depuis beaucoup d'années. Et ça donne un vrai plus au film, et ça nous ramène directement au film de Ridley Scott dans les années 70. On a également de l'animatronique et le retour d'un personnage qui était dans le premier film, je ne vous dirai pas qui, mais beaucoup de gens se sont plaints pour ce qu'on appelle le Uncanny Valley, où tout d'un coup on ramène des acteurs d'entre les morts, ou en tous les cas du passé, et dans leurs yeux il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de vie. Je trouve que cette fois-ci c'est plutôt bien fait, et vous comprendrez en voyant le film pourquoi c'était justifiable, et ça a été pour moi personnellement un plaisir de revoir un acteur qui me manque beaucoup, et qui amène un petit plus au film. Donc le troisième acte est un petit peu moins fort, mais ce qui précède est tellement exceptionnel, cette espèce, comme je disais, de train fantôme. Il paraît que Hans Rudi Giger avait un train fantôme biomécanique dans sa maison, ou alors en tous les cas dans un de ses bars à Zurich, mais ça c'est un truc que j'aurais bien aimé visiter. Et donc on a un film qui vous prend à la gorge dès le début et qui ne vous lâche pas, et qui dans sa dernière partie référence plutôt Résurrection, mais arrive à le faire de façon plus réussie que dans Résurrection, où on partait un petit peu dans le ridicule, alors que là, Fede Alvarez
parvient quand même à maintenir les manettes de son vaisseau jusqu'à bon port. Je ne vous en dirai pas plus. En tous les cas, vu le succès du film à l'heure actuelle, une suite est garantie. Ridley Scott et Cameron, qui ont dit dans la presse qu'ils étaient très très contents du résultat, et de Fede Alvarez, ont très envie qu'ils reviennent à bord du vaisseau donc pour le nouveau film. Et donc attendons le prochain Alien avec impatience, car il est entre de bonnes mains. Merci mes abracadamis pour ce voyage dans un nouveau classique de la sci-fi d'horreur, un classique instantané, comme on dit en Amérique, et donc pour une franchise qui a des hauts et des bas et qui cette fois-ci repart vers les sommets. On se retrouve dans quelques jours pour une surprise, un kinopod, un kino duo, un kino solo avec mes cinébuddies extraordinaires, chers à mon cœur, Laurent Vachaud, Philippe Sedbon, Alistair, Jeff Domenech et plein d'invités surprises prestigieux. Donc attachez vos ceintures, le voyage ne fait que commencer et vous pouvez désormais réintégrer votre caisson d'hyper-sommeil. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez le podcast. iTunes, Spotify, SoundCloud, j'en passe et des meilleurs, mais surtout la chaîne YouTube qui a bien besoin de votre aide pour exister et pour avoir une plus grande exposition. Merci. Et dans les mots immortels de Sigourney Weaver, Jean Weber, signing off.